Alors on est ensemble pendant à peu près 40 minutes, je te laisse la main et on n'est pas loin au cas où si on a des questions. Si j'ai un trou, ça marche. Enchanté tout le monde, du coup, moi Sébastien, je suis fondateur de Kabaya. Alors j'ai choisi ce sujet justement 0 à 30 millions, puissance et complexité de l'omnicanal, parce que ça résume bien ce qu'on vit chez Kabaya depuis le début. On annonce des fois des chiffres qui font rêver, on a une croissance qui fait rêver, mais je suis là justement pour vous montrer toute cette puissance de l'omnicanal et ce qui fait qu'on est encore très loin d'avoir atteint nos limites, mais également toute cette complexité, parce que malheureusement le business facile et la croissance facile, j'essaye depuis que j'ai 6 ans et j'ai jamais trouvé. Donc a priori, on ne trouvera pas demain et je suis pas là pour vous raconter cette fameuse recette secrète facile. Et du coup, je vais vous parler un peu de l'histoire de Kabaya. Donc moi, juste un petit peu avant Kabaya, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai monté ma première boîte à 18 ans. J'étais déstockeur de grandes marques sur Internet. Donc j'étais pure player e-commerce. Je vous raconte cette petite histoire parce que c'est important pour la suite et pour vous démontrer la complexité de l'omnicanal. Donc à l'époque, j'ai 18 ans. Moi, je voulais être joueur de tennis à la base. Je m'aperçois vite que Raphaël Nadal arrive et que j'ai aucune chance de le battre avant très longtemps. Donc je me dis, bon, l'option B, c'était monter ma boîte. Donc je monte ma boîte. Le modèle au tennis, c'était Nadal, et puis le modèle en entrepreneuriat, c'était Grandjean qui monte venteprivée.com. Donc je me dis, je vais monter un site de déstockage de grandes marques en ligne. Je monte, je suis pure player e-commerce, donc j'ai 200 euros, je suis tout seul dans ma chambre, j'ai 18 ans, j'achète 20 t-shirts dans le sentier, je les revends sur eBay, ça marche, j'en achète 40, 100, 200, 3000, 3 millions. Je monte une boîte qui fait 3 millions et demi de chiffre d'affaires à peu près, j'ai une dizaine de salariés, ça tourne bien. Et puis surtout, je m'aperçois que c'est même peut-être un peu trop facile. Peut-être j'ai juste l'impression d'avoir vu un truc peut-être un peu avant les autres, mais j'ai pas l'impression d'être meilleur que les autres. Le business que je fais au quotidien est pas bien compliqué. En gros, je vends des grandes marques. Jean Diesel, Jean Levi's, t-shirt Caporal, Tendestris, Calvin Klein, etc. Et puis je me contente d'acheter des mots-clés sur Google. Je dépense 1 euro sur Google et puis ça me rapporte 10. Donc mécaniquement, je mets 10 sur Google, ça me rapporte 100. Donc je continue. Puis jusqu'à ce qu'à un moment, je m'aperçoive que ça marche plus, malheureusement. Et puis surtout que y en a plein d'autres qui voient que ça a pas l'air compliqué ce que je fais, que je commence à très bien gagner ma vie. Et donc du coup, mécaniquement, tout le monde commence à faire la même chose. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on appelle les fameux coûts d'acquisition client explosent, tout bêtement, puisque au début, on est 3 à faire ce métier en France, et puis comme tout le monde voit que ça marche, on est 30, puis 300. Sauf que des Google, des Facebook, il y en a, se démultiplient pas entre-temps. Donc on est de plus en plus à acheter les mêmes mots-clés, Jean Diesel, Jean Levi's, t-shirt Calvin Klein, etc. Sauf que ça transforme de moins en moins bien, puisque forcément la cible client s'élargit pas. Et du coup, le client, au début, il a le choix entre moi ou 2 autres, et puis 3 ans après, il a le choix entre moi ou 300 autres. Ce qui fait que tout le monde essaye d'être premier sur le moteur de recherche Google. Et comment on se différencie à l'époque ? Tout simplement par le prix. À l'époque, on achetait sur Internet uniquement pour le prix, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas... c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même assez contraignant et il y avait encore énormément de freins à lever pour que ce soit sécure. Donc la seule manière de vous faire acheter sur Internet, c'était de vous promettre une promotion à moins 50%. Ça a beaucoup changé entre-temps. Bref, du coup, je m'aperçois très... Donc là, on est en 2012, ma boîte a 6-7 ans, tout se passe bien. Sauf que je m'aperçois qu'il y a 300 mecs qui font ce que je fais du jour au lendemain. Et puis surtout, il y a Zalando qui arrive, il y a Amazon, il y a Sarenza, d'énormes mastodons. Moi, à l'époque, je connais rien du tout, levée de fonds, financement participatif, etc. Et du coup, moi, je suis un peu commerçant du web, on va dire. Et du coup, je me dis, bon, là, je vais me faire manger par tous les petits commerçants du coin de la rue qui sont en train de monter un petit site. Et de l'autre côté, par les mastodons, Zalando, Sarenza, etc. Donc du coup, comment je me sors de là ? J'ai l'idée de me diversifier par le service. Je me dis, j'irai jamais chercher Zalando, Amazon, etc. par l'offre. Ils ont tout et je vais pas avoir plus d'offres qu'eux. Par contre, ils ont peut-être oublié qu'il y avait un service client à apporter et que je fais le pari que l'humain va avoir besoin du physique demain et du coup que le service on va réussir à l'apporter vraiment dans le physique. Donc je me dis on va ouvrir peut-être des boutiques. La problématique d'une boutique, c'est que vous êtes le chiffre d'affaires d'une boutique est limité par sa taille. Si vous avez 40 mètres carrés, vous pouvez pas faire 3 millions dans une boutique, sauf si vous vendez des Xbox et des iPhones. Et du coup je m'installe sur un emplacement numéro 2.
première grosse erreur. Je connaissais rien à l'immobilier commercial. Hein. Et du coup, je me dis, ouais, mais j'ai un site internet, je vais driver du trafic dans ma boutique. Et puis oui, je suis pas sur la rue numéro 1, mais en fait, je suis à 30 mètres de la rue numéro 1. Donc les gens vont tourner la tête, ils vont me voir. Et puis, l'objectif, c'est j'ouvre une boutique de 40 mètres carrés. Il y a du stock, je vends comme n'importe quelle boutique, sauf que je rajoute une borne tactile dans la boutique qui fait que je pourrais présenter mes 10 000 références dispo sur le site dans une boutique de 40 mètres carrés. En gros, je veux le t-shirt M, mais en rouge, je ne l'ai pas en rouge. Ok, bah allez sur la borne, il est dispo en rouge, vous le payez et puis on vous livre en 24 heures. Donc là, là j'ai fait plein d'erreurs. En placement. Le numéro 2, malheureusement, fonctionne pas. S'il y a des numéros 1, c'est pour une raison. La règle ancestrale dans le commerce physique et qui est encore la même aujourd'hui, malgré toutes les évolutions qu'on a connues, c'est emplacement, emplacement, emplacement dans le physique. Et là, je l'ai bien appris pendant ces 2-3 années à tenir une boutique. Deuxième règle, c'est que le client qui arrive en physique, si vous voulez qu'il sorte sa carte bleue, il faut qu'il sorte avec un sac. Vous pouvez pas faire dépenser votre client dans votre point de vente physique et lui promettre de livrer demain ou après-demain ou dans un mois un produit, surtout en 2012 à l'époque. Et du coup, j'ai d'un côté mon site internet qui commence à s'effondrer parce que j'ai 300 nouveaux concurrents et j'ai aucune valeur ajoutée par rapport à eux. On se positionne toujours un peu moins cher. Donc notre marge brute diminue et nos coûts d'acquisition explosent. Donc en 6 mois, on se retrouve d'un business très rentable à un business qui vaut plus rien. Et de l'autre côté, j'ai cette fameuse boutique où je me plante complètement d'emplacement, je me plante de stratégie parce que mon idée de borne tactile en boutique marche pas. Et du coup, je me retrouve très vite dans une situation où j'ai une boutique qui marche pas, un site qui marche pas et une boîte qui est plus du tout rentable. Donc il faut que je me sorte de là et j'avais en tête depuis quelques années de monter ma propre marque, sauf que j'avais pas vu de produit miracle sur lequel me différencier vraiment. J'avais pas 10 millions d'euros à mettre pour faire porter un jean ou un t-shirt à David Beckham ou Ronaldo. Et du coup, je me suis dit il faut que j'ai un produit qui n'a pas été pensé différemment par d'autres. Et à ce moment-là, c'est la grande époque et explosion du slip français qui arrive avec un slip, une idée toute nouvelle et qui commence à faire des millions avec un slip, qui est en train d'essayer, qui dit qu'il a trouvé un peu un nouveau modèle où il va disrupter les intermédiaires et vendre en direct aux consommateurs. Et du coup, vendre moins cher, ce qui n'est pas vraiment vrai, puisqu'un slip à 45 €, c'est pas donné. Mais son modèle, c'est pas le premier, il y en a eu d'autres. Le modèle de toutes les DNVB à cette époque-là, c'est on court-circuite les intermédiaires, on arrête de vendre. Moi, je suis la marque, je vends à un magasin qui va ensuite revendre à mon client final. Pourquoi ils font ce constat ? Parce qu'ils se disent, on va contrôler toute la chaîne de distribution, on va contrôler toute l'expérience client, parce que l'expérience client est un mot nouveau qui est arrivé dans le commerce il y a 6 ans à peu près, à cette époque-là, justement. Avant, il y a 10 ans et encore plus avant, expérience client, c'était un peu un gros mot. Vous aviez juste le bon emplacement, un produit mis sur un cintre, et puis il fallait avoir des bons vendeurs, et vous pouvez vendre n'importe quoi. Donc là, en 2015, ça change un peu. La notion d'expérience client arrive. La notion d'appartenance à une marque, de mission arrive aussi. Le client n'achète plus un produit, un t-shirt, un bonnet ou une paire de chaussures parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il adhère à la mission de la marque, il adhère aux valeurs de la marque. Ça aussi, c'était très nouveau. Il y a 10 ans, tous les exemples de success story des 30 dernières années, si on parle d'un Célio, de Jules, de Camailleux, tout ça, vous adhériez pas à une mission des valeurs de marque, quoi. Vous avez juste les emplacements qu'il fallait. Ils vendaient les fringues dont vous aviez besoin, un petit marketing, et puis vous achetiez. Donc je vois tout ça arriver. Moi, je vois mes copains commerçants, du coup, à cette époque-là, je suis 2014-2015. Donc j'ai l'expérience du e-commerce où je me dis, putain, j'ai monté une boîte où je me suis défoncé, et puis au final, je suis en train de la planter parce que dès que ça marche, tout le monde fait comme moi, et je n'avais aucune valeur ajoutée. Mes clients étaient ultra volatiles. Ils venaient chez moi, donc à l'époque, mon site c'était cmode.com. Ils venaient chez moi parce que j'étais le moins cher sur une marque connue. Donc là, il faut que je monte une vraie marque qui fait que demain, quand je vais lancer un produit qui va marcher, il faut absolument que dans 3-4 ans, quand tout le monde saura que ça marche, je veux pas avoir 30 mecs ou 100 mecs qui fassent la même chose que moi. Donc je réfléchis à ça, et puis dans cette fameuse boutique qui marche pas du tout, j'ai une énorme demande sur un produit tout simple qui est le bonnet. Je me rends pas trop compte pourquoi. Et j'ai 15 bonnets dans la boutique, je les vends, rien d'exceptionnel. Et puis surtout,
Il y a un truc par contre qui m'interpelle, c'est on me demande pas de marque, on me demande juste un bonnet. Du coup, je demande mais quelle marque vous voulez. Je m'en fous, je veux juste un bonnet sympa. Il fait froid et puis j'ai un cadeau à faire ou quoi. Je m'aperçois qu'il y a un usage en plus sur ce produit et qu'on me cite pas de marque. Tout le reste, c'est je veux un jean, c'est Levi's, les pompes c'est Converse ou Nike, les tongs c'est Havaianas, etc. Vous montez une marque exactement sur le même produit et même moins cher. Si vous n'avez pas la marque, vous n'avez aucune chance. Donc là, il y a deux trucs qui font un peu tilt dans ma tête. C'est je m'aperçois qu'une marque a une vraie valeur différenciante. C'est-à-dire que si j'arrive à créer une vraie marque, même si dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, tout le monde saura que mon produit marche, j'ai 300 personnes qui vont essayer de faire la même chose. S'ils ne créent pas de marque, ça n'aura pas de valeur. Exactement l'idée que j'avais à cette époque-là. Je ne vais pas monter une marque de jean parce que le jean c'est Levi's donc, ou Diesel ou quoi, mais j'ai pas la possibilité d'aller créer un jean. Et deuxième chose, je me dis mais il n'y a pas de marque référence sur le bonnet. J'y connais rien à la fabrication, mais le bonnet n'a pas l'air très compliqué à faire. Du coup, pourquoi pas créer une marque de bonnet? Donc là, et puis de toute façon, j'ai plus trop le choix parce que je suis en train de tout perdre et de toute façon, je suis passé de 0 à 4 millions à une vie super, je retourne sur le canapé chez mes parents dormir et il faut que je sorte de là très vite. Donc là, je me dis, le bonnet va peut-être me sortir de là. Et je commence à réfléchir sur un concept de bonnet. Je me dis, par contre, je fais pas la même erreur que la première fois. Je monte pas une marque de bonnet rouge, bleu et jaune. Et puis, dans 3 ans, quand tout le monde s'apercevra qu'il y a une énorme demande de bonnets, il va y avoir 300 marques de bonnets. Donc, je veux créer un vrai concept fort, une vraie identité, une vraie marque. Et à l'époque, ce qui m'inspirait, ce qui m'inspire toujours d'ailleurs, c'est Havaianas. Cette marque, donc à l'époque, tout le monde regarde les DNVB. Modèle, c'est Fago, c'est Slip Français, c'est Easy Peasy, etc., qui sont des très belles marques. Mais moi, je voulais justement pas copier ce modèle-là. Je voulais cibler beaucoup plus large. Je partais du principe que ces marques-là cartonnent à Paris, cartonnent dans notre univers, cartonnent dans quelques grandes villes françaises, mais ont énormément de mal à s'internationaliser. Parce qu'en général, une marque comme celle que je viens de citer, il en existe déjà 3 en Allemagne, 2 en Angleterre, 5 en Suisse, etc. Donc, aller le développer à l'international, c'est assez compliqué. Et deuxième chose, elle s'adresse à des cibles précises. C'est l'homme trentenaire parisien CSP+, c'est la femme quarantenaire CSP+, c'est quasi toujours d'ailleurs CSP+, et moi je voulais pas m'adresser que au CSP+, je voulais avoir une cible beaucoup plus large, parce que tout de suite je pars en tête en me disant je veux monter une boîte qui a un potentiel d'1 milliard, pas parce que je veux être milliardaire, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais parce que je veux surtout pas arriver à un plafond. Moi ma hantise c'est les plafonds, je supporte pas quand j'avance et à un moment il y a quelque chose qui fait que j'ai beau pousser toutes mes forces, il y a quelque chose qui structurellement fait que je ne peux pas passer la marche parce que j'ai un fameux plafond de verre où je vois les autres avancer, mais moi je suis bloqué et j'ai beau pousser autant que je veux, j'arriverai pas au-dessus. Donc je voulais absolument ne pas avoir ce même plafond. Je regarde Havaianas, etc. Putain, je vois 1,4 milliard Havaianas, ils font des tongs à 25 balles. Ça n'a pas l'air hyper compliqué à faire des tongs. Comment ils sont arrivés là? Bon, alors déjà, la première chose, c'est très long. Havaianas, c'est une marque qui a 60 ans, donc ça fait pas 10 ans qu'ils existent. J'apprends du coup aussi très vite qu'une marque, ça se construit avec le temps et que on monte pas une énorme success story en 5 ans, en 10 ans. C'est une marque, ça prend énormément de temps. Donc je me dis, ok, je pars sur un business qui va durer, qui va me prendre du temps. C'est pas un coup sur 5 ans et puis on s'en va. Ça va durer longtemps. Et puis je me dis, ouais, je veux viser une marque comme Havaianas. Déjà parce que je suis pas passionné de mode, ça se voit un peu comment je m'habille, et parce que je suis passionné d'entrepreneuriat, donc je veux surtout pas m'adresser à une cible trop niche. Donc Havaianas, parfait. Et je fouille un peu et je m'aperçois aussi que Havaianas a un réseau. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Havaianas? Il s'adresse à un gamin de 3 ans, papy-mamie, un ado, un bobo parisien, un provincial, un campagnard, un sportif. Dans la pièce, je pense que quasi tout le monde doit avoir une paire d'Havaianas chez lui. Pourtant, on est tous très différents. Et du coup, c'est une des raisons du succès d'Havaianas, sachant qu'ils ont réussi à rester désirable. C'est ça qui est compliqué. Cibler tout le monde tout en étant désirable, c'est assez compliqué. Eux ont réussi à le faire, donc je me mets en tête, ok, on monte quelque chose comme ça. Et Havaianas, encore une fois, pour finir sur eux, ils sont distribués aussi bien dans un intersport au fin fond d'une ZAC à Rouen
que au Bon Marché, aux Galeries Lafayette ou au Printemps Boulevard Haussmann. Et du coup, c'est ça qui me plaît aussi vachement. Donc ça, c'est pour le modèle de base. Donc je me dis, ok, bon, on va créer un concept autour des bonnets. Il faut quelque chose de fort, quelque chose qui crée un vrai attachement à la marque. Et je veux vraiment embarquer toute la famille avec moi. Je veux pas avoir que de l'homme, que de la femme, que du trentenaire, que du CSP+, que de l'enfant. Je veux 3, voire même, on fait des bonnets bébés même, donc 0,77 ans et dans le monde entier. Je veux aussi, un des challenges dès le début, c'est je veux pouvoir créer une marque qui est internationalisable dans le monde entier très rapidement, très facilement. Donc le bonnet arrive, je connais rien à la fabrication, je pars en Pologne puisque j'ai quelques copains polonais du coup qui tapent usine de bonnets sur Google Pologne, on trouve des usines et puis entre-temps donc j'ai trouvé un concept de bar à bonnet où on choisit sa base de bonnet, on choisit ses pompons, on est servi dans un shaker et c'est l'histoire du bar à bonnet. Donc j'arrive assez rapidement à créer mon concept de bar à bonnet. J'y crois énormément. Et à cette époque-là, il y a justement les foncières immobilières, donc type Unibail Rodamco, Clépierre, etc., des boîtes cotées au CAC 40, qui viennent me chercher, qui me disent on a besoin de marques comme vous. Moi, j'ai même pas de marque. J'ai 10 copains qui connaissent ma marque. Et un groupe du CAC 40 qui me dit, parce que je connaissais quelqu'un chez Unibail, qui me dit justement, on cherche ce genre de marque pour dynamiser un peu les flux dans nos malls, parce qu'on a une problématique de flux dans les malls. Ils sont de plus en plus grands, de plus en plus beaux, sauf qu'ils sont de plus en plus chiants, parce que tout le monde sait qu'il y a un Zara, un H&M, un Mango, etc., mais un Sephora. Mais on crée pas d'expérience et il n'y a pas de nouveauté. Donc, on a besoin de dynamiser un peu le flux. Et puis, au passage, optimiser notre rentabilité dans les allées. Et du coup, je dis parfait, parce que moi, je sors de mon bail classique 369 en boutique qui a été catastrophique. J'ai une marque de bonnet là que je suis en train de lancer. Je vais pas partir sur, je vais pas m'engager sur 10 ans. Donc là, on me propose un bail dérogatoire sur 4 mois où je m'installe en plein milieu d'un centre commercial en face de Zara, à un prix sympa. Parfait pour tester le concept, je m'installe, ça marche très bien tout de suite. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un vrai attachement à la marque et que je ciblais vraiment la famille. C'est pour ça aussi que j'ai commencé dans les centres commerciaux. C'est que ma cible, c'était vraiment la famille. Donc je voulais toucher papa, maman et les 2 enfants. C'est exactement ce qui se passe. Et il y a un engouement assez incroyable. C'est aussi ça, la force d'une marque, c'est que ça vous dépasse à un moment. Si vraiment ça marche, il y a un moment où vous pouviez pas vous attendre à ce que ça marche autant. Et le produit est toujours plus fort que ce que vous pensez, quoi. Si vous êtes vraiment sur la bonne vague, à un moment, la vague est bien plus forte que vous et vous ne pouviez pas prévoir sur votre business plan au départ que vous alliez vendre ça. Et c'est ce qui se passe. Donc je reste 7 sur 7 sur le point de vente. Je suis le vendeur. C'est moi qui ai fabriqué le stand, qui l'ai monté, etc. Je reste 4 mois tous les jours là-bas pour bien vérifier à qui je m'adresse, est-ce que ma cible est bien adressée, est-ce que le pricing est bon, etc. Le packaging, pas trop gros, etc. Je signe 2 autographes en 4 mois. Je vends des bonnets et des pompons. Je suis le premier. C'est pour ça que quand je vous parle de vagues, bien évidemment, j'aurais jamais cru signer un autographe en vendant des pompons et des bonnets. Mais il y a un truc qui se crée tout de suite, je le sens, et du coup, je me dis, ok, c'est bon, on est sur la bonne direction. On va aller chercher une marque comme Havaianas. Ça va mettre énormément de temps, mais en tout cas, on est sur la bonne direction. Le pop-up marche bien et surtout le deuxième enseignement, c'est mon site internet. Donc moi je venais du web, je connaissais bien le web, je connaissais bien toutes les problématiques de coûts d'acquisition client, etc. Et je m'étais promis de surtout pas donner toute ma marge brute à Facebook et Google. Et justement, en étant sur un pop-up store qui à l'époque était forcément très rentable puisque j'étais le seul vendeur sur le point de vente, puisque j'avais bricolé du mobilier, puisque les loyers étaient bien plus faibles que ce qu'ils sont aujourd'hui, puisque c'était les démarrages. Et je me dis, non seulement j'ai un point de vente hyper rentable, et en plus, je faisais 5 à 10 ventes par jour sur un site, donc sur lecabaya.fr. Ça semble rien, 5-10 ventes, sauf que quand vous connaissez un peu le web, vous savez que pour faire 5-10 ventes, quand vous êtes une marque que personne connaît à part vos parents et vos 10 potes, c'est assez énorme. On se dit, mais d'où ils viennent ces 10 gens? Et du coup, je m'aperçois qu'en fait, c'est des gens qui m'ont vu dans les allées. Sur le pop-up, il y avait du monde peut-être à ce moment-là, où ils ont eu peur de rentrer, ou je sais pas, et ils ont commandé chez eux tranquillement le soir. Donc là, tout de suite, je me fais un nouveau montage dans ma tête. Je me dis, mais attends, ce pop-up, c'est magique, parce que non seulement ça va être mon panneau de pub 4x3 dans le métro, sauf qu'au lieu de payer 50 000 € mon panneau de pub, non seulement je l'amortis et je vais même gagner de l'argent, je crée une vraie expérience client, ce que j'ai pas sur un panneau de pub dans le métro, et en plus ça va me driver du trafic que je vais pouvoir mesurer sur mon e-commerce.
Donc magique, on va ouvrir, donc moi tout de suite je me dis on ouvre 200 points de vente en pop-up très vite, et c'était à l'époque de Save.co qui faisait ça, c'est les réparateurs de téléphone, je connaissais bien le fondateur de Save, et puis il est passé en redressement judiciaire 6 mois après, je dis je me suis peut-être planté, on va peut-être pas faire 200 points de vente tout de suite, il a été un peu vite, et puis surtout je m'aperçois très vite qu'en fait j'ai commencé dans un très bon centre commercial. Et en fait, des très bons centres commerciaux, en France, il n'y en a pas 200, il y en a 20, à peu près 15-20. Sauf que mécaniquement, des marques comme nous, aujourd'hui, ils s'en créent 10 par jour. Donc mécaniquement, les prix vont exploser. Donc je me dis déjà, la stratégie, on ouvre 200 pop-up, stop. On va en ouvrir 15, 20, ok. Mais ce sera pas... ce ne sera pas la majorité de notre distribution. Et par contre, ça va me driver du flux vers mon e-commerce, donc je vais pouvoir amortir ces fameux coûts d'acquisition qui vont mécaniquement gonfler chez Facebook et Google. Et puis à côté de ça, j'ai aussi la brique wholesale, donc qui est le canal historique de distribution, donc plutôt old school, qui est très décrié par les DNVB à l'époque. Ils en reviennent tous aujourd'hui, puisque à l'époque, c'était justement la DNVB était là pour disrupter l'ancien modèle de distribution. Donc pour rappel, l'ancien modèle de distribution, c'est vous êtes une marque de t-shirt, d'underwear, de fleurs, de ce que vous voulez. Vous revendez votre produit à un prix grossiste, à un prix professionnel à un magasin, et le magasin fait une marge dessus et le revend au client final. Et le magasin, bien sûr, supporte les coûts de loyer, personnel, gestion, etc. Donc je fais le pari de continuer ce modèle-là quand même, parce que je veux tester les 3 canaux. Donc là, vous avez moins de marge brute, puisque vous revendez à un indépendant qui doit derrière avoir sa marge. Par contre, vous avez beaucoup moins de frais. Vous n'avez pas de coûts fixes. Vous avez très peu de frais variables. Donc là, c'est un business qui marche avec des agents commerciaux souvent. Donc c'est des agents VRP, multicartes, à qui vous donnez des échantillons de vos produits. Ils tournent dans les magasins. Dès qu'ils signent un contrat, vous leur filez 10-15% de commission sur le produit. Mais c'est tout ce que vous avez. En e-commerce, je pourrais vous faire le business model d'un site e-commerce, c'est très différent. Vous avez beaucoup plus de strates de charges. Donc j'ai ces 3 canaux-là, et puis je m'aperçois que j'ai mon wholesale qui a un potentiel monstre. C'est comme Havaianas, on a des dizaines de milliers de points de vente à ouvrir dans le monde, avec pas de capex, parce que c'est pas des ouvertures de boutiques, pas de personnel, etc. C'est que des charges variables et qui n'évolueront pas. Donc super, ça va être rentable. Par contre, et quand même un par contre, c'est que j'ai un très mauvais contrôle de la distribution. Quand j'envoie 50 bonnets à mon point de vente à Caen ou Rouen ou Marseille, je sais pas comment le vendeur vend mon produit, je sais pas comment il est mis en place dans la boutique, etc. Donc pour contrer ça, je me dis pas je vais aller visiter tous les points de vente tous les jours, sinon ce serait compliqué. Mais je me dis je vais essayer de mâcher le travail un peu du revendeur, et puis je vais lui mettre à dispo un petit kit PLV, un petit kit de présentation de mes produits, pour que l'histoire, vu que je vendais vraiment une histoire et pas juste un bonnet, je me dis il faut que je lui mette à dispo du mobilier pour que l'histoire soit bien racontée. Donc je mets ça en place, et puis très rapidement du coup je m'aperçois qu'il y a un canal très rentable mais où j'ai un mauvais contrôle à la distrib, wholesale, mais que j'ai contrebalancé grâce à ces fameuses PLV. J'ai mes pop-up qui sont un enfer à gérer au quotidien, parce que beaucoup de personnel, donc j'ouvre 15 pop-up rapidement un peu partout en France pour montrer que ça marche bien partout. Donc là vous gérez du personnel à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Paris, etc. Avec du personnel qui est en CDD 3 mois, 4 mois, donc forcément un gros turnover. Donc là, un enfer à gérer tous les jours. Un peu de capex, mine de rien, parce qu'il faut fabriquer tout le mobilier, le dupliquer, le déployer. Pas mal de contraintes opérationnelles chiantes à gérer au quotidien, type il faut que je fasse les demandes de laisser-passer au centre, il faut que mon mobilier soit aux normes, M1, anti-feu, à telle hauteur, 1m40 pour pas dépasser le voisin, etc. Bon, pas mal de trucs opérationnels un peu chiants. Et surtout, je me dis, par contre, ce canal-là était très rentable là, oui, mais c'est parce que c'était moi qui étais sur le point de vente tout le temps, donc j'ai pas de salaire à payer. Et puis les loyers vont évoluer, un peu comme mon premier business en e-commerce. Je m'aperçois que l'espace est restreint et le nombre de marques qui va vouloir aller en pop-up va exploser, donc mécaniquement les loyers vont exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Le fameux premier pop-up que j'avais il y a 6 ans, aujourd'hui la même chose, le même emplacement fait x3 en loyer. Et le flux a baissé en plus. Mais tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais le premier à vouloir m'installer comme ça. Et puis maintenant, il y a 200 marques qui veulent le faire. Donc, les prix explosent. Donc, je me dis, OK, c'est un super canal d'acquisition, d'expérience client et de driver de trafic vers mon e-commerce. Par contre,
ça va être de moins en moins rentable et c'est chiant à gérer au quotidien. Ok, bon, je l'admets et je l'ai en tête. Et après, j'ai mon e-commerce qui, lui, va avoir le potentiel de croissance le plus rapide, va être sur avoir peu de capex, puisqu'il n'y a aucun investissement au départ. Vous pouvez monter un site en 48 heures aujourd'hui et communiquer en 72 heures sur Google ou Facebook. Par contre, c'est un business qui est voué, c'est un business de frais variables, donc qui est voué à avoir une rentabilité qui se détériore au fur et à mesure du temps. C'est une fonction à valeur décroissante, un peu comme l'argent, plus vous en avez, moins vous en avez besoin. Le e-commerce, c'est un peu pareil, c'est plus vous faites de chiffres, moins il va être rentable. Déjà parce que beaucoup plus de gens vont voir que ça marche, et si vous faites des fleurs demain, si jamais vous sortez du lot, vous allez avoir 10 marchands de fleurs demain, donc vos coûts d'acquisition vont exploser et vous serez toujours sur des frais variables hyper importants. Donc je m'aperçois que j'ai 3 canaux que je maîtrise plutôt bien et puis je vais me structurer sur ces 3 pôles, avoir des spécialistes sur chaque et puis les faire grimper au fur et à mesure et avoir ces 2 grosses différenciations par rapport à toutes les autres marques qui se créent à ce moment-là. Je vais me différencier sur le produit, donc je ne vends pas un bonnet, je vends une histoire de bar à bonnet et surtout avec une ingéniosité. Je ne vends pas un bonnet, je vends un bonnet avec un système de pompons interchangeables servi dans un shaker. Et je résous un problème. Alors vous allez me dire, tu changes un pompon sur un bonnet, c'était pas vraiment un problème. Je suis d'accord, mais en fait, je résolvais le problème du cadeau de Noël. Vous êtes à Noël, vous savez pas quoi acheter, vous savez jamais quoi acheter à votre cousin, cousine, grande-tante, etc. Là, avec ce produit-là, vous avez le cadeau parfait à mettre au pied du sapin, pricing point parfait, sans taille, unisexe, qui va de votre petit-neveu à votre grand-mère. Vous pouvez acheter ce bonnet. Donc j'ai résolu ce problème-là, en fait. Ensuite, on a dupliqué ce modèle-là, avec toujours la même ADN, produit mass market, très coloré, mais toujours avec une ingéniosité produit. On s'est promis de jamais faire ce que toutes les autres DNVB ont fait à ce moment-là. Vous avez un succès sur un monoproduit. Vous avez des problématiques de repeat au quotidien, comme nous on a rencontré et que tout le monde a rencontré. Du coup, vous développez votre gamme, sauf que vous essoufflez un petit peu votre potentiel de votre premier produit, puisque maintenant vous n'êtes plus une marque de slip, par exemple. Si on prend le slip français, vous êtes une marque lifestyle française, qui est déjà beaucoup moins fort. Du coup, je me suis dit, moi, je veux surtout pas me dire, je suis une marque de bonnet qui fait aussi des chaussettes et des sacs et des blousons. Je vais dupliquer la recette du succès du bonnet sur d'autres produits, mais qui conserveront toujours l'ADN de Kabaya. Je vais pas me mettre à faire des chemises ou des tailleurs ou des chaussures. Ce sera toujours des produits qui servent hommes, femmes, enfants dans le monde entier, duplicables facilement, mais toujours avec la petite ingéniosité. Et du coup, je m'attaque à de nouveaux produits, je trouve la chaussette, je me dis, les problèmes des chaussettes, on les perd tous en machine à laver, du coup on va mettre une petite boutonnière sur la chaussette, comme ça on les perdra plus, mais il faut une histoire, du coup elles sont inséparables, elles ont des prénoms de couple, elles s'appellent Marc et Sophie, Jean et Jeanne, etc. Donc vous avez quelque chose à raconter quand vous vendez le produit. Et surtout, vous avez quelque chose à raconter quand vous l'achetez et que vous l'offrez. Vous offrez une paire de chaussettes Kabaya, vous pouvez parler 10 minutes dessus. Vous offrez une paire de chaussettes chez H&M ou Zara. Vous n'allez pas, déjà, c'est pas un super cadeau. Et surtout, vous n'avez pas grand-chose à dire dessus. Donc je me dis, à chaque fois, on va dupliquer des produits. Il faudra qu'on puisse raconter une histoire pour le vendre facilement et pour pouvoir l'offrir facilement. Et le dupliquer à l'international facilement, parce que je veux pas qu'au moment où on attaque l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis ou n'importe où, il y a déjà 10 mecs qui fassent ce qu'on fait, et donc du coup on a 20 millions d'euros de retard, donc on n'arrivera pas à les rattraper. Donc c'est pour ça aussi qu'on crée ces ingéniosités à chaque fois. Donc après on s'est mis sur la serviette de plage, on a fait un petit zip dans la doublure pour plus perdre ses clés et sa carte bleue sur la plage. On les sert dans des pochons imperméables pour le dernier jour de la plage, la ranger dans la valise et pas que ça trempe toute votre valise. Et ensuite, on a sorti le fameux sac à dos Kabaya il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant à peu près, avec une ouverture pratique, la possibilité de customiser, garantie à vie, et qui a vraiment fait exploser la boîte. Et du coup, on est revenu un peu en arrière, on s'est dit pourquoi le sac marche aussi bien, parce qu'en fait on l'a co-créé avec nos clients et du coup on a conçu un vrai produit dont les clients avaient besoin. On a chez Kabaya une idée de produit tous les jours, sauf que 9 fois sur 10
c'est pas intelligent, pas intéressant et personne n'en a vraiment besoin. Le sac, on a surfé sur l'explosion de la mobilité urbaine où tout le monde maintenant est en scooter, vélo, trottinette et du coup a besoin d'un sac à dos. Et il lui fallait quelque chose de pratique et esthétique. La contrainte, ce que nos clients nous ont remonté, c'est faites-nous. Aujourd'hui, on a le choix entre soit un sac pratique, mais c'est un sac de randonnée un peu moche, soit un sac joli, mais il n'est pas du tout pratique et pas du tout confortable. Faites-nous un mix des deux. C'est ce qu'on a fait. On a rajouté la personnalisation et ça a connu le succès que ça a connu. Du coup, Kabaya, depuis le début, c'est 100% de croissance par an. On double du coup la taille de la boîte tous les ans. Et on arrive au fameux point où normalement toutes les DNVB commencent à avoir ce fameux plafond de verre. Et du coup, pour les problématiques que je vous ai exposées avant, c'est que les coûts d'acquisition explosent et du coup votre taux de marge brute n'évolue pas. Donc mécaniquement, vous allez être de moins en moins rentable plus vous faites de chiffres. Et du coup, tout le monde arrive au constat de maintenant il faut que j'ai un relais dans le physique. Sauf que si vous avez monté votre boîte que sur le e-commerce, la switcher et la faire évoluer vers une partie physique, c'est personne n'a jamais réussi à le faire, donc c'est quasi impossible. Alors que si vous le pensez en amont dès le début, les 3 canaux comme on l'a fait, c'est un enfer à gérer tous les jours. Donc tout le monde me dit oui, je veux ta croissance, mais personne ne veut ma vie. Et ça me rassure vachement sur le fait que on va pas être 300 à faire ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment dur et complexe à gérer, et parce que chez Kabaya, on a l'habitude de dire qu'on gère vraiment 3 boîtes quasiment distinctes, parce que c'est des canaux de distribution différents, des taux de marge différents, des business models très différents, et des compétences qui n'ont rien à voir. Mon directeur e-commerce, mon directeur retail, mon directeur wholesale, c'est des gens qui ont des compétences complètement différentes, qui ont des profils très différents, des expériences très différentes. Donc c'est vraiment des boîtes différentes. Mais aujourd'hui, soit vous montez une DNVB et peu importe le produit, si vous êtes le premier à le trouver, de toute façon, dès que ça se sera, 15 personnes feront la même chose et mécaniquement, vous aurez des coûts d'acquisition qui vont évoluer dans le mauvais sens. Soit vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir un plafond assez rapidement. Alors, attention, assez rapidement, on voit qu'aujourd'hui, suivant les produits, à partir de 7-8 millions, le plafond arrive et certains arrivent à aller jusqu'à 14-15 millions en pur e-commerce. Au-dessus, à part Cézanne, qui est l'exception qui confirme la règle, tous les autres ont un plafond de verre, peu importe le produit, entre 7 et 13-14 millions. Et si vous voulez le passer, vous n'avez pas d'autre choix que de monter une boîte qui est multicanal. Voilà un peu où on est aujourd'hui. Du coup, on vise les 30 millions cette année et on a pour objectif d'aller chercher 100 millions à 3 ans. Et on a le plan pour y arriver parce que l'international se débloque, parce que nos ratios en boutique sont excellents, parce qu'on a la possibilité de franchiser notre modèle. On a encore de la place avant d'atteindre le plafond de verre en e-commerce. On a encore énormément de place en wholesale. Aujourd'hui, on a 1500 portes en Europe. On peut en avoir 3000. Voilà, on a pensé les différents canaux et nos produits de telle sorte qu'on ne voit jamais le plafond de verre. C'est l'obsession de Kabaya. Et le jour où je le verrai, ce sera plus moi qui dirigera Kabaya parce que j'ai horreur des plafonds de verre. Voilà. Voilà pour l'histoire de Kabaya. On a quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup. Je voulais en savoir plus sur la répartition du chiffre d'affaires entre ces différents canaux, justement. Ouais. Alors, cette année, c'était un peu différent cause Covid, forcément. Donc, on avait 60% e-commerce, 30% wholesale et 10% retail. Cette année, donc sur 30 millions, on va être à 50% e-commerce, 30% wholesale et 20% retail. Et on va, on arrive à un moment où on va commencer à freiner notre croissance e-commerce pour pas trop dégrader la renta et accélérer un peu plus fort sur les autres canaux qui mettent plus de temps à se lancer. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas freinés, parce que les autres canaux, on les lance depuis le premier jour. La plupart des DNVB commencent à les lancer à notre stade aujourd'hui en se disant putain merde, on ne peut plus aller plus loin en e-commerce, donc lançons le reste. Sauf qu'il faut 3-4 ans avant que les autres canaux se mettent en route et évoluent vraiment. Et sinon, est-ce que tu arrives à convertir tes clients qui te découvrent en wholesale, par exemple, sur après du e-commerce, ou justement quelqu'un qui te découvre en physique restera un client en physique ou parfois se convertit en client digital ?
Ouais, alors tu as des petites astuces à mettre en place. Nous, ce qu'on a fait typiquement, la garantie à vie sur le sac, tu vois, si tu l'achètes chez un revendeur du coin de la rue, bah, on va te demander, tu as un petit code à gratter à l'intérieur et on va te demander de te connecter sur le site et de t'inscrire pour activer la garantie. Donc, ce qui fait que tu rentres, tu as acheté dans un magasin à Rouen ou à Strasbourg, qui n'est pas le nôtre, et pourtant tu vas activer ta garantie sur le site. Ce qui fait que si tu as envie de continuer à acheter dans ton magasin à Strasbourg, à Rouen, bah très, très bien. Mais nous, on a récupéré ta data et on va pouvoir t'envoyer toutes les nouveautés également. Donc, c'est ces petites astuces à mettre en place qui sont importantes. Et on a des NPS qu'on va traquer. Donc, le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est ce qui traque ta satisfaction client et ton taux d'engagement surtout. Est-ce que tu recommandes la marque à ton entourage ou pas? Et du coup, ça, on le demande systématiquement sur notre point de vente. Tu vois, on n'a pas de... pas d'imprimante de ticket de caisse, on te demande ton mail, on envoie le ticket de caisse par mail, ce qui fait qu'on récupère ton mail et en même temps on va te demander de noter le NPS et du coup on va récupérer ta data. Ok, une question derrière. Bravo tout d'abord. Et moi, j'aimerais savoir comment tu gères la supply chain avec la croissance. Parce que du coup, si tu doubles chaque année, ça veut dire que tu dois trouver des nouveaux fournisseurs. Comment tu gères la qualité justement des produits? Est-ce que tes fournisseurs, c'est les mêmes et ils augmentent leur capacité de production pour toi ou est-ce que tu en trouves de nouveaux? Alors, la supply, c'est le pôle qui morfle le plus en ce moment chez nous. Par la croissance, ça c'est habituel, on a l'habitude de le gérer. Donc je réponds à cette question-là. Nos usines, aujourd'hui, tu vois, si on prend nos bonnets, elles se sont adaptées, toutes se sont adaptées. On a fait un double sourcing également pour les points de rush où il y a besoin de splitter 30% de la prod ailleurs. Donc ça, on le fait. Mais la supply, c'est pas que la production, c'est les appros. Et en ce moment, les appros, tu as une nouvelle catastrophique par jour qui arrive. Donc c'est assez complexe à gérer aussi. Mais tu adaptes la taille de ta supply grâce à tes prévisions. Il faut toujours anticiper ta croissance, être suffisamment confiant sur ta croissance parce que ça s'anticipe un an avant. Tu vois, là, je dis que l'année prochaine, on veut faire 50 millions. Pour l'instant, il n'y a que moi qui crois qu'on va les faire. Tu vois, personne d'autre me croit. Donc, si je ne m'engage pas auprès de l'usine en leur disant si, on va faire 50 millions, donc tu staffes pour ça. Ma logistique, pareil, vous structurez pour ça parce que là, on a 4000 mètres carrés d'entrepôt. Il va me falloir 6000 parce qu'on va passer au double. Il faut que tu sois suffisamment confiant et il ne faut pas avoir peur. Enfin, c'est toi le leader de ta boîte. Si toi, tu n'as pas confiance dans les chiffres que tu annonces, personne n'aura confiance. Donc, toujours essayer de se staffer un peu plus que ce que tu as besoin. C'était l'histoire de Kabaya avec Bastien Valency, de 0 à 30 millions de chiffre d'affaires en 6 ans grâce à l'Omnicanal pour DNVB Connect. Merci beaucoup, Bastien. Merci à vous.